Fin de la série de sessions d'appropriation du Programme national d'éducation aux valeurs, une cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre. Les participants à cette session étaient de la haute administration, du commandement militaire, des autorités administratives indépendantes et des institutions des collectivités. Soutien du gouvernement et de ses partenaires humanitaires aux populations du cercle de Sofara, un appui alimentaire et non alimentaire aux sinistrés des inondations et des personnes vulnérables. L'activité s'inscrit en 5e région dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Hajj 2025, les préparatifs sont déjà en cours face à de nouvelles innovations des autorités saoudiennes. Dans l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, il faudrait désormais anticiper le processus de remplissage des formalités. À la demande de la maison du Hajj, une délégation d'Arabie Saoudite vient de séjourner à Bamako pour une meilleure compréhension de ces nouveautés. Nous retrouverons les explications de Tchemro Konaté dans ce journal. Et bien sûr, nous ne quitterons pas sans parler du sport avec la non-diffusion du match Mali-Guinée-Bissau. Comptons pour les éliminatoires de la CAN 2025, malgré les efforts consentis par les autorités dans le règlement des droits de diffusion. La situation d'hier était liée à des problèmes techniques. Avec nos partenaires, nous écouterons donc Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ERTM, pour plus de détails. Bonsoir à tous, soyez la bienvenue dans votre grande édition, fin au CICB sur la série de sessions d'appropriation du Programme national d'éducation aux valeurs. La dernière session était destinée à la haute administration, au commandement militaire, aux autorités administratives indépendantes et aux institutions des collectivités. Pour le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture, le Programme national d'éducation aux valeurs est une recommandation des Assises nationales de la refondation. Dr Shogel Kokala Maïga est convaincu qu'avec des hommes de valeur, on pourra obtenir un nouveau type de Malien, nous disent Mamari Kone et Aliou Touré. À travers cette session d'appropriation, il s'agit pour les représentants de la haute administration du haut commandement militaire, des autorités administratives indépendantes et des institutions des collectivités de se familiariser avec le document, la vision, les objectifs, les axes stratégiques, le plan d'action et les cadres institutionnels. À l'entame de la séance, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a insisté sur l'importance du Programme national d'éducation aux valeurs dans le processus de refondation. Au terme des dispositions de la loi fondamentale, l'administration accomplit sous différentes formes les missions d'intérêt général en vue desquelles les services ont été institués. Quant aux forces armées et de sécurité, elles sont chargées de la défense de l'intégrité du territoire national et de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l'ordre et de l'exécution des lois. Elles sont républicaines et au service de la nation. Les collectivités territoriales, elles, constituent le cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires. Les exposés des experts ont mis en lumière notre riche héritage historique. Quant au programme national, il s'articule autour de 5 axes stratégiques qui visent à former un nouveau type de Maliens. Le Premier ministre a félicité le collège d'experts pour la qualité des échanges avant de promettre que des réponses seront apportées aux préoccupations et questions soulevées. Le débat témoigne de l'intérêt que vous accordez à la vision du Programme national d'éducation aux valeurs qui consiste en la promotion de notre fonds des valeurs positives comme source de motivation et de réarmement des jeunes générations, utilisant notre capital humain comme un levier efficace d'épanouissement général et de promotion du développement. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie, gage de la réussite de la mission de service public assignée à l'administration publique et au commandement militaire. Je dirais à nos experts que nous sommes fiers de vous. Réécrivez la vraie histoire du Mali. Ce qu'on nous a enseigné là, c'est ce que les autres ont écrit. Quand vous prenez un enfant, il va vous parler de la Révolution française de 1789, de l'ère industrielle à Londres, en Angleterre, mais il ne connaît rien de chez lui. Messieurs les professeurs,
Le programme national d'éducation aux valeurs doit être un bréviaire pour tous les cadres supérieurs de notre pays. Il faut lire et relire, le comprendre, l'avoir sur vos tables. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour donner à la haute administration, au commandement militaire et aux autres participants quelques éléments pour expliquer les vrais enjeux politiques et économiques du moment. Je demande à tous les Maliens qu'on fasse l'union sacrée autour de nos autorités pour conduire cette transition. Mais tous ceux qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues, nous n'allons jamais accepter ce que j'appelle la clarification. C'est le temps de la clarification maintenant. On ne peut plus continuer. Parce que vous savez, la parole est donnée aux politiques pour deux raisons. Il y en a qui parlent pour vous expliquer ce qu'ils veulent. Mais il y en a qui parlent pour vous cacher leurs vraies intentions. Vous savez qu'au Mali, il y a des groupes, des gens qui sont devenus célèbres, parce qu'ils sont dans les radios, dans les médias, ils parlent. Ils sont devenus des grandes personnalités. Ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Ils ont tout. Parce qu'ils agressent les gens verbalement. Ils insultent les personnes d'honneur. Tout le monde a peur. Et ils deviennent des célébrités. Ça, ce n'est pas des gens qui veulent le changement. Le Mali n'acceptera pas que ceux qui ne sont pas pour le changement lui disent là où il doit aller. On ne l'acceptera pas. C'est comme ces États qui veulent nous vassaliser. Nous leur avons dit, laissez-nous en paix. Initié sous l'impulsion du colonel Assimi Goïta et conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, la série d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs avait pour objectif de relancer et consolider les valeurs fondamentales de la citoyenneté au Mali. Poursuivons avec le Premier ministre qui a reçu ce vendredi après-midi en audience le représentant de la société turque NH Textile Industry Trade. L'homme d'affaires turc était venu présenter son entreprise et ses projets innovants dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et de Aliou Touré. Le Mali est un pays ami, est un pays frère. Le Mali aujourd'hui traverse une période très difficile et les amis du Mali doivent être aux côtés du Mali. Moi je crois au Mali, j'ai foi au Mali et je sais que le Mali est un pays qui va s'en sortir grand. Pour moi, le cœur de l'Afrique bat au Mali. Je suis là aujourd'hui pour rencontrer les autorités maliennes, renouveler encore la confiance qui est entre la Turquie et le Mali, dire au Mali qu'ils ont un pays frère, un pays ami, un pays qui est prêt à toujours tenir la main du Mali pour les accompagner dans ce moment difficile qu'ils traversent. Je me vois dans le nouveau Mali. Le nouveau Mali est une réalité. C'est pour cela que je suis venu au contact des Maliens, des autorités maliennes. J'ai appris qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs à faire au Mali. Donc je suis membre d'un grand consortium de la Turquie et ce consortium est prêt à accompagner le Mali sur le plan de l'énergie et sur le plan aussi de beaucoup d'autres secteurs qui peuvent être aujourd'hui un besoin primordial sur les infrastructures, les investissements dans les infrastructures. Et aussi j'ai appris qu'au Mali on a besoin de plusieurs usines ou unités de transformation des déchets. Je suis venu avec un projet concret pour proposer aux Maliens de construire en collaboration et en partenariat avec le gouvernement du Mali des usines ou des unités de transformation pour que ce beau pays soit encore plus beau et mieux désenclavé. Actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. L'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes dans la localité de Ber. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes viennent de réaliser un grand coup. L'information a été donnée par le chef d'état-major général des armées, Joulebib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Iza Ould Yahya, et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés. C'était lors de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque terroriste déjouée le 6 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis confirme l'identité de ce funeste terroriste. Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de poses d'engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit et salue le professionnalisme et la détermination des FAMA.
Soutien du gouvernement et de ses partenaires humanitaires aux populations du cercle de Sofara, un appui alimentaire et non alimentaire aux sinistrés des inondations et à des personnes vulnérables. Coût de l'opération 578 millions de francs CFA. L'activité s'inscrit en 5e région dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. La correspondance de Aminata Touri. Les variations et changements climatiques ont provoqué des inondations avec des pluies plus intenses sur de plus courtes périodes, occasionnant plusieurs dégâts. La région de Mopti en général et le cercle de Sofara en particulier a été durement éprouvée par les conséquences des pluies et la montée des eaux. C'est pourquoi, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion avec comme thème, la solidarité envers les victimes de catastrophes est un devoir citoyen et un acte de civisme. Le ministre de la Santé et du Développement social et les humanitaires viennent d'apporter une assistance aux sinistrés des inondations et des personnes vulnérables du cercle de Sofara dans la région de Mopti. Nous sommes porteurs de la solidarité envers les populations affectées à travers un appui alimentaire et non alimentaire composé de 30 tonnes de riz, 30 tonnes de maïs, 30 tonnes de mil sorgho, 300 cartons de pâtes alimentaires, 60 bidons d'huile, 100 moustiquaires, des médicaments et consommables, l'assistance alimentaire et non alimentaire à 620 ménages sinistrés, des kits scolaires et des kits de dignité. Je profite de cette tribune pour solliciter les autorités et les humanitaires ici présents à veiller exceptionnellement sur la commune de Fakala qui accueille au quotidien des nouveaux déplacés liés avec la proximité des zones de conflit. Autre axe fort de la délégation ministérielle, la visite technique à la maternité et des imageries médicales à l'hôpital Somino-Dolo de Mopti et la visite au centre médical garnison de Sévaré. La délégation ministérielle qui est venue pour apprécier à sa juste valeur certaines acquisitions importantes, notamment le renforcement de l'imagerie. À travers la dotation d'un premier scanner de 16 barrettes et un second scanner de 128 barrettes, qui est le premier et le seul au Mali pour le moment. Auparavant, Madame le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Sofara. Retour à Bamako, Hajj 2025, les préparatifs sont déjà en cours face à de nouvelles innovations des autorités saoudiennes. Dans l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, il faudrait désormais anticiper le processus de remplissage des formalités. À la demande de la maison du Hajj, une délégation d'Arabie Saoudite vient de séjourner à Bamako pour une meilleure compréhension de ces nouveautés. La rencontre a vu la participation d'autres pays de la sous-région et du Congo-Brazzaville. Suivons les explications de Tchemoro Konati. Les autorités saoudiennes dans une dynamique de modernisation du Hajj. Une modernisation qui est synonyme de multiples changements intervenus dans le processus d'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam. Le premier changement dans le Hajj, c'est l'anticipation, c'est-à-dire finir vite avec les procédures de Hajj, faire le visa électronique. Auparavant, le Hajj est même lancé après le mois de carême. Et maintenant, nous ne sommes plus dans ça. Ils ont initié ce voyage pour venir rencontrer les délégations, entendre d'eux-mêmes les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et trouver ensemble les voies et moyens pour pouvoir améliorer le travail du service du Hajj. Cette rencontre à dimension régionale, une première dans l'histoire, se veut un cadre d'échange sur les changements intervenus, mais aussi sur les préoccupations et les anicroches, notamment tributaires du remplissage des formalités et des conditions d'hébergement et de transport. Outre le Mali, y prennent part 7 autres pays d'Afrique, comme le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Togo et le Congo-Brazza. Il s'agit du problème des toilettes, le problème des couchettes, c'est-à-dire des matelas, que toutes les missions rencontrent pendant le Hajj, que ce soit à Rafat ou à Mina. Il y a la question des pèlerins clandestins qui ne payent pas les mêmes droits que les autres pèlerins ordinaires, qui veulent s'infiltrer pour profiter des avantages de ceux qui payent toutes les taxes. Depuis l'année passée, on a vu déjà des changements au niveau de Mina et Arafat, et cette année, on pense que ça sera amélioré avec le projet qu'ils nous ont en tout cas présenté. Il s'agit d'une initiative de la Direction générale de la Maison du Hajj, soutenue par les autorités de la transition. Elle s'inscrit dans une logique de synergie d'action dans le seul but de faciliter aux fidèles l'accomplissement de ces piliers de l'islam. Si
Dieu nous a donné la chance aujourd'hui. Il nous a gratifié avec cette chance, avec cette équipe saoudienne qui est même en Arabie Saoudite, avec laquelle vous travaillez. Ils se sont transportés à Bamako ici pour vous raconter tous. Nous ne pouvons que dire louange à Allah, subhanahu wa ta'ala. Une note d'espoir à l'issue de la rencontre, la partie saoudienne s'engage dans la mesure du possible à satisfaire les préoccupations évoquées. En guise de souvenir, le chef de la délégation saoudienne et les ministres ont échangé des cadeaux. Journée internationale de la fille, 13e édition, débat intergénérationnel au lycée Ba Aminata Diallo, ex-lycée des jeunes filles. Dominantes scientifiques et plusieurs anciennes ministres femmes étaient présentes pour échanger sur le thème national, l'accompagnement des filles dans les filières scientifiques, la refondation à travers l'éducation. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Fadema Keita nous en parle. Le taux des jeunes filles qui embrassent les filières scientifiques est extrêmement bas, nous dévoile la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Pour rappel, l'annuaire statistique 2022 de la CPS du secteur de l'éducation révèle que le pourcentage d'étudiants dans les filières scientifiques dans le supérieur est passé de 26,24% à 19,4%. 47 autant pour moi. Cependant, pour l'année 2023, les filles ont représenté 15,81% contre 21,60% pour les garçons. Aussi, il ressort que le pourcentage d'élèves dans les séries scientifiques au secondaire général et technique a timidement évolué avec 8,88% en 2023. Ce débat intergénérationnel qui se situe dans le cadre de la 13e édition de la Journée internationale de la fille est donc un espace de sensibilisation afin d'aider les filles à développer et valoriser leur potentiel dans les domaines des sciences. Les filières scientifiques sont considérées comme des véritables perspectives d'employabilité et d'autonomisation de cette couche. On a entrepris des activités telles que des camps de remédiation scientifique, telles que la sensibilisation des parents. Et ce qui est surtout important, c'est que les ouvertures sont plus grandes. Quand on embrasse ces filières, on a plus de débouchés. L'objectif général de cette activité est de contribuer à accroître l'accès des filles aux filières scientifiques de façon spécifique. Il s'agit de renforcer les connaissances des filles sur l'importance des filières scientifiques et susciter leur intérêt. Nous devons tous en être conscients que la refondation de l'État passe indéniablement par celle des savoirs et des compétences avec une réelle appropriation des sciences par les jeunes filles. Journée internationale de la fille, toujours. Plan international Mali respecte la tradition. Pendant toute la journée du 10 octobre, le directeur pays a cédé sa chaise à Oumou Diarra, une étudiante blogueuse. La directrice pays du jour de Plan international Mali a débuté sa journée par une signature de contrat et elle s'est aussi entretenue avec la presse pour partager sa vision sur la journée internationale de la jeune fille. Awadama Koulibaly, Aruna Diarra. Étudiante en gestion des ressources humaines, Korotoumou Diarra, âgée de 23 ans, a pris les rênes du bureau pays de Plan Mali pour une journée. Pas de temps à perdre pour la directrice, une visite rapide des services suffit. L'agenda de la journée est assez bien fourni. J'ai trouvé la journée chargée, extrêmement chargée, parce qu'il y avait énormément de documents à signer et énormément de personnes à voir aussi. Je me suis rendu compte que le directeur pays, c'est le centre en fait. Nous avons eu à mener une réunion avec le staff de Plan qui est ici. J'ai eu l'opportunité également aussi de signer un accord de partenariat avec le ministère pour la réalisation de la journée du 11 octobre. Sa détermination à accomplir ces tâches a été félicitée par le directeur sortant du jour, qui lui a d'ailleurs servi de protocole. Elle a bien répondu aux questions. Elle était calme, elle était plus déterminée, l'aider, même la directrice régionale, j'ai dit Oumou, vraiment, ils ont fait un travail très impeccable. L'objectif est atteint 110%. Korotoumou a aussi reçu Oumou Yanogué, directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du jour. Korotoumou Diarra n'est pas seulement venue apprendre. Elle s'est munie d'un plan de communication pouvant servir plan international pour contribuer à l'épanouissement du plus grand nombre de filles à travers les réseaux sociaux.
Une initiative qui a marqué la 5e Girls Takeover de l'organisation. Fin de la formation des formateurs du projet communautaire pour le relèvement et la stabilisation du Sahel. L'objectif, faut-il le rappeler, est d'impliquer les communautés dans leur propre gestion. Les participants qui sont mieux outillés entendent mettre cette expérience au service de la nation, nous disent Khadija Toukone et Tchédje Kamara. Nous nous engageons, Monsieur le ministre, à dupliquer ce qu'on a reçu ici comme formation. Et ça, on vous le garantit. Ainsi prend fin la formation des formateurs du projet communautaire pour le relèvement et la stabilisation du Sahel. Elle a porté sur des modules comme la planification villageoise, des priorisations des sous-projets, la réalisation des projets, entre autres. Avec un seul objectif, placer les communautés au cœur de leur propre développement. Les participants venus des 4 coins du Mali, armés de nouvelles compétences, regagnent ainsi leur localité pour mettre toutes les connaissances reçues au service de leur communauté. Aujourd'hui, nous sommes mieux armés pour faire face aux difficultés de nos localités. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle approche qu'on appelle la méthode DCC. C'est une méthode qu'on appelle développement conduit par les communautés. Une fois sur place, nous avons eu des outils pour former les facilitateurs communautaires et techniques. Je pense que ça sera une bonne affaire. Avec cette nouvelle technique-là, vous pouvez bien compter sur nous pour le développement du Mali. Les compétences acquises par les participants sont reconnues et saluées par le ministre en charge de la réconciliation. Est-ce que vous pensez qu'avec cette façon de faire, il y a des chances qu'on puisse atteindre nos objectifs auprès des populations? En tout cas, moi personnellement, je suis satisfait de ce que j'ai vu et j'espère sincèrement que chacun va retourner là où il vient avec de nouvelles connaissances et prêt à les mettre en œuvre. Le PCRSS, c'est un projet extrêmement important pour l'État. Je le dis tout le temps, je ne cesserai jamais de le dire. L'un des problèmes de ce pays, c'est le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Les populations ont toujours l'impression que l'État ne fait rien ou l'État fait beaucoup moins et que c'est beaucoup plus les ONG, les partenaires, les internationaux qui font tout et que nous-mêmes, État, on ne fait rien. Donc voilà pourquoi il est important d'inverser la tendance en étant au plus près des populations. Qu'elles sachent que l'État au début et à la fin, soit l'État le fait directement, soit l'État le fait à travers les partenaires, mais l'État au début et à la fin. Et voilà pourquoi il est important qu'on puisse être présent. Et cette nouvelle façon de faire met les structures de l'État devant. Donc nous sommes au niveau village, avec les facilitateurs, au niveau commune, avec les superviseurs, les CCR, au niveau région, avec les ERA, les antennes d'unité de gestion, et au niveau national. Et tout cet arsenal-là est déployé pour être au service des populations de bout en bout. Cette formation a duré 8 jours. Elle marque une étape importante dans le processus de paix entamé par les autorités maliennes. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako célèbre le passage de grade de 25 enseignants-chercheurs. Voyons tout cela avec Faremba Keïta. Parmi les 25 enseignants-chercheurs élevés, un est professeur titulaire, 24 maîtres de conférence, dont un à titre posthume. Il s'agit du professeur Moussa Sekou Traoré, décédé en septembre dernier. Ils reçoivent ainsi des toges qui les élèvent au rang magistral, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs habilités par ce nouveau statut à diriger des activités pédagogiques et de recherche non autorisées aux autres de rang non magistral. Ces sacres sont le résultat de plusieurs activités pédagogiques et scientifiques menées par ces récipiendaires. Une autre mission plus ardue les attend. Ils nous ont honorés. C'est un moment de joie pour nous tous. Ils nous ont donné une autre tâche, c'est faire de toujours à ce que nos étudiants soient bien formés. On est obligé d'aller encore plus loin avec les recherches. La promotion aura très certainement un impact positif sur la bonne marche de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, USJPB. Dans la mesure où elle vient diminuer un certain nombre de difficultés auxquelles l'université était confrontée. La promotion aussi va nous aider à tenir régulièrement les organes de l'université. Il s'agit d'hommes et de femmes ayant eu leur grade dans notre système national qui est la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude, mais aussi dans le cadre du système de promotion des enseignants communautaires qui est le CAMES.
Donc il leur appartient désormais de s'impliquer très activement dans la transformation de la qualité de l'enseignement supérieur, dans l'encadrement des étudiants et dans leur implication dans la formation doctorale, parce que ce sont eux qui sont habilités à encadrer les thèses ici sur place dans nos écoles doctorales. Quant au problème de financement conséquent pour booster la recherche au Mali, le ministre avoue que l'État est à pied d'œuvre. Nous sommes très engagés dans les domaines de la recherche de financement pour la recherche et accompagner nos enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent écrire. Il demande aux nouveaux gradés de persévérer dans l'excellence pour le bonheur du pays. Et nous arrivons à l'information du jour. La vaste opération de lutte contre la fraude lancée par les soldats de l'économie continue à faire tache d'huile. Le bureau secondaire de Banankoro vient de saisir 75 motos de marque TVS et des casques sur le fleuve Djoliba dans le cercle de Kangaba, suivant le récit de Tamsir Diabaté et Siriki Koulibaly. Une douane engagée et professionnelle au service du développement. Le message est clair et les moyens à disposition. Voilà qui justifie les résultats tangibles des douanes maliennes au quotidien. Les éléments de l'inspecteur général Amadou Kodaté sont plus que jamais déterminés à mettre fin à la fraude dans un Mali en pleine mutation. Nous sommes engagés pour ça à vie. Tant que nous sommes habillés, nous sommes là pour lutter contre la fraude. Partout où ça se trouve, et quelle que soit la forme aussi. Donc c'est la raison de tout douanier. Tous les agents de douane sont engagés pour cela. Pour preuve, la mission de patrouille de la brigade commerciale du bureau secondaire de Banankoro dans la région de Koulikoro vient une fois de plus de saisir 75 engins à deux roues, de marque TVS et des casques. Cette opération a été menée sur le fleuve Djoliba à Kenyogui, cercle de Kangaba dans le versant guinéen. Et c'est grâce à la vigilance de la mission de patrouille déployée pour la circonstance que cette opération a été menée avec succès. Tout est parti ce jeudi 10 octobre entre 4h et 5h du matin. Malgré la crue du fleuve, ces trafiquants ont tenté de contourner les bureaux de douane en passant par le fleuve. Malheureusement, le plan échoue dans l'eau. Les services de renseignement étaient aux aguets, de jour comme de nuit. Les trafiquants mordent ainsi à la mission des soldats de l'économie. Le bureau secondaire de douane de Banankoro a procédé à une saisie qu'on peut qualifier de saisie spectaculaire. Parce que quand on analyse le moyen utilisé par les fraudeurs pour commettre leur forfait, nous aussi, de notre côté, on s'est organisé en conséquence. Et sur information, les éléments ont pu mettre la main sur une pirogue remplie de motos. Justement, au-delà de la mobilisation des recettes, les douanes se mobilisent et s'engagent à véritablement lutter contre la fraude. Cette saisie rentre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques données depuis quelques années par le ministre de l'économie et des finances. Orientations stratégiques qui se déroulent en 3 points. D'abord, l'atteinte des objectifs de recettes, la lutte contre la fraude. Enfin, la mise en œuvre des réformes. Le mérite revient donc aux populations qui s'engagent aux côtés des douanes à relever les défis relatifs à la lutte contre la fraude et la contrebande, désormais considérés comme cheval de bataille d'Amadou Konaté et ses hommes. Réunion du comité de pilotage du programme Entrepreneuriat Jeunesse phase 2. Les responsables et partenaires financiers de ce programme qui tire vers sa fin ont tiré le bilan de cette phase. Soutenu par le PNUD et l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg au Mali, le programme a permis d'outiller 500 jeunes dans différents domaines rien que pour la phase 2. Le point avec Bemba Sibi. 500 jeunes nouveaux entrepreneurs actifs. C'est le bilan de la deuxième phase du programme Entrepreneuriat Jeunesse, un programme financé par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade de Luxembourg au Mali. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du comité de pilotage du programme. Cette deuxième phase du programme a permis de mettre un accent particulier sur la durabilité des entreprises et le renforcement de la coordination entre les deux parties prenantes pour le suivi des entrepreneurs. Et à cet effet, le projet a permis d'établir un réseau de partenariats entre le gouvernement du Mali,
le programme Nations Unies pour le développement, le Grand-Duché de Luxembourg, la Fondation Tony Emelilou et les secteurs privés maliens. Je me réjouis d'entendre que la présentation des résultats du projet entre 2022 et 2024 et de voir dans quelle mesure le projet a pu avoir un impact dans le cadre de la promotion de l'écosystème entrepreneurial des jeunes au Mali. Les 2 phases du programme qui ont enregistré 3000 bénéficiaires ont impacté bien plus de jeunes. Le programme Entrepreneuriat Jeunesse a eu un impact majeur sur la jeunesse malienne avec l'insertion socio-économique de 8817 jeunes, dont 38% de jeunes femmes, sur le marché de l'emploi dans divers secteurs de l'économie et qui contribuent de par leurs activités au sein de leurs différentes entreprises au nombre de 2560 à la relance économique des zones couvertes par le projet. La réunion du comité de pilotage a été mise à contribution pour remettre des équipements de production aux participants de cette seconde phase. Des équipements composés de fours, de séchoirs, de machines à coudre, de mototricycles ou encore de moulins. On embarque maintenant dans le bateau de la 5e édition des Journées Textiles Mali Fini. Les activités ont été annoncées ce samedi au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette année, l'accent est mis sur l'utilisation des plantes dans le textile artisanal. Ces journées visent à valoriser nos tenues traditionnelles, toutes choses qui représentent notre identité culturelle. Au programme des Journées Textiles Mali Fini du 7 au 10 novembre, plusieurs activités comme des conférences débats, des prestations musicales et la dégustation de nos mets traditionnels. Khadija Toukone, Tchedje Kamara. Notre culture, c'est notre identité et le style vestimentaire en fait partie. Oui, les vêtements portés peuvent refléter notre origine culturelle. Ils permettent de transmettre des messages sur notre personnalité, nos goûts et nos aspirations. C'est pourquoi les organisateurs des Journées Textiles du Mali, Mali Finou, veulent valoriser notre identité à travers nos différents vêtements. Globalement, comme activité, il y aura la foire textile avec une 60aine d'exposants venus d'un peu partout au Mali. La conférence inaugurale sur le thème central animé par le CDAT, une deuxième conférence sur la place des médias publics dans la promotion du textile, cas de l'ORTM et animée par l'ORTM, la maison mère, une troisième conférence sur le textile soninké proposée et animée par la communauté invitée d'honneur. Un après-midi de débats sur la tenue des chasseurs, une nuit folklorique de la communauté invitée d'honneur, des concerts live et les traditionnels grands défilés. Mali Finou sera accompagné par Mali Douminiou. L'identité vestimentaire, c'est aussi comment choisir notre mode, nous enseigne l'invité d'honneur qui n'hésite pas à accompagner cette initiative et prône le consommer malien. Il s'agit là de créer une véritable industrie du textile au Mali. Nous avons les bases pour ça. Nous produisons beaucoup de coton. Nous avons tous les éléments, tous les ingrédients des plantes nécessaires pour nous donner les couleurs que nous voulons et qui est conforme à nous, à notre être, et qui est même conforme à notre milieu social, pour dire à nouveau toute la fierté que nous éprouvons, la communauté soninké, d'accompagner ces journées. Le Mali Finou est une initiative donc, hautement importante pour le Mali, pour la communauté Ioma, de par en fait, les objectifs qu'il poursuit, mais également de par les résultats qu'il veut atteindre. C'est quoi? C'est en fait le consommer local, c'est la production du textile malien. Et qui dit donc consommer local dans ce mois d'octobre, vous allez voir que donc Mali Finou cadre parfaitement avec les objectifs de la communauté UOMA. Le parrain et la marraine de cet événement affichent leur fierté et exhortent aussi à la valorisation du Made in Mali. Cet événement est sans nul doute un cadre propice des rencontres, d'échanges d'idées et d'expériences, un espace de brassage entre les artisans et autres acteurs du domaine du textile et de la mode des différentes contrées du Mali. Un lieu de concertation entre ceux-ci et des décideurs. Madame Fatoumata Batoulignan est très honorée et fière d'être la marraine de cette édition culturelle. Elle encourage la jeunesse à la mise en valeur du textile malien et remercie l'initiateur et la commission d'organisation du lancement de cette 5e édition Mali Finou.
Le thème de cette édition est « Utilisation des plantes dans le textile artisanal ». Les organisateurs veulent montrer la possibilité de créer des couleurs, des motifs et des styles avec nos plantes. Petite démonstration. Se créer une identité unique à travers ces vêtements est une opportunité de présenter au monde qui nous sommes vraiment et ce que nous représentons, disaient nos grands-parents. Les vêtements incarnent aussi un puissant moyen d'exprimer notre authenticité. Merci Khadija Toukone. Allez, on va continuer à se faire plaisir avec nos produits du terroir. Koulikoro lance son mois du consommé local. Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une tribune pour la valorisation, la production et la transformation des produits locaux. Le lancement a permis à la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro de sensibiliser les populations sur l'importance du consommé local. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Le compte-rendu de Djemba Moussa Konati. Une vingtaine d'exposants venus de la région de Koulikoro prend part à cette journée du consommé local dans la cour de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. Une initiative gouvernementale qui a vu le jour en 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso. La célébration de ce mois vise à sensibiliser les maximums afin d'accorder la priorité à nos produits locaux en vue de créer des emplois et faire vivre des familles. En organisant cette activité, nous avons l'ambition de promouvoir les produits locaux comme le vecteur de croissance locale et d'innovation. Cela veut dire que nous pouvons faire des produits locaux une force motrice de développement. Le mois du consommé local est une tribune pour la valorisation, la production et la transformation des produits locaux. C'est aussi une opportunité de sensibiliser les populations sur l'importance de la consommation des produits issus du terroir. Je saisis l'occasion qui m'est ici offerte pour inviter à consommer local. Au niveau des stands, on retrouve des produits maraîchers, agroalimentaires, des unités de transformation de savon, de coton en tissu, entre autres. Aussi, voudrais-je inviter l'ensemble des acteurs et parties prenantes à s'organiser et à travailler de concert et en symbiose pour accroître continuellement la qualité des produits afin de fournir aux consommateurs des produits locaux de qualité conformes aux standards internationaux. Après le lancement, le gouverneur des régions s'est rendu à l'unité de transformation Dié-Manguelin au quartier Plateau 2 pour constater de visu le processus de transformation des produits locaux dans cette unité qui a une production journalière de 30 casiers de jus et de 150 kg de céréales sèches. Voilà, il faut consommer local. Signature d'un protocole d'entente entre l'UNICEF et le Centre national de promotion du volontariat. On en sait plus avec Ba Traoré. Paraphe et signature de documents à l'UNICEF, des gestes symboliques qui matérialisent le partenariat entre le Centre national de promotion du volontariat CNPV et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les jeunes sont les bénéficiaires de ce protocole d'entente. L'acte va leur permettre de faire entendre leur voix et de partager leurs opinions à travers la plateforme e-report de l'UNICEF. Nous avons aujourd'hui matérialisé cela à travers la signature d'un protocole d'accord qui va nous permettre de travailler sur un certain nombre de champs d'action. Le premier, c'est d'abord l'épanouissement, le bien-être, l'éducation et aussi, surtout, vraiment, comme l'a dit le chef de l'État, faire en sorte que la jeunesse puisse s'engager et se prendre en main. Nous avons des mandats et des objectifs communs. Nous pouvons atteindre beaucoup de résultats pour les enfants du Mali en travaillant ensemble. C'est pourquoi nous avons jugé bon de signer ce mémorandum entre nos deux institutions. Cela consistera essentiellement de part et d'autre à contribuer au développement du volontariat au Mali.
Le protocole d'entente est valable pour une année et renouvelable selon la volonté des deux partenaires. Wildaf Mali renforce la capacité d'une centaine de participants à la gestion non violente des conflits et à une meilleure compréhension sur les enjeux de la réconciliation. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara nous en parle. À travers cette signature de convention de coopération entre Prévalia Africa Mali et la Société internationale financière, des opérations seront déployées dans tous les pays pour atteindre les groupes socio-économiques les plus vulnérables et moins desservis en matière d'assurance maladie. L'objectif général est de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique nationale d'inclusion sociale à travers l'extension de la couverture sociale à plusieurs groupes de travailleurs, notamment ceux de l'économie non formelle qui se dit indépendant. Quant à son objectif spécifique, il permettra d'augmenter de façon substantielle le nombre de travailleurs évoluant dans les secteurs non formels et des travailleurs indépendants en les identifiant par secteur d'activité, en mettant en œuvre les voies et moyens pour les faire bénéficier d'une couverture sociale digne de ce nom. C'est pour cela que le partenariat avec la Société financière internationale est important, non seulement pour le développement et renforcement des capacités de ces opérations, mais aussi pour lui permettre d'avoir suffisamment de ressources pour atteindre le plus grand nombre. C'est tous les secteurs d'activité, les femmes entrepreneurs, les jeunes, les commerçants, tout le monde est touché par le besoin d'avoir accès à l'assurance maladie. Ce partenariat entre Prévalia Africa Mali, Desayer Group et la Société internationale financière est né d'une volonté d'améliorer l'accès à l'assurance maladie pour les employés et les couches les plus défavorisées. Vous l'aurez compris, c'était plutôt une signature de convention entre le groupe Saher Group et Prévalia Africa Mali. Actualité des femmes, nous revenons sur ce commentaire de Abdoulaye Sako sur les théâtres d'opération. L'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes dans la localité de Ber. Les forces armées maliennes viennent de réaliser un grand coup. L'information a été donné par le chef d'état-major général des armées, Joulé Bib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Iza Ould Yahya, et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés. C'était lors de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque terroriste déjouée le 6 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis confirme l'identité de ce funeste terroriste. Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de poses d'engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit et salue le professionnalisme et la détermination des FAMA. Célébration de la Journée mondiale de la santé mentale à Ouagadougou ce 10 octobre. Une conférence publique et la visite d'un site de personnes déplacées internes ont marqué cette journée commémorative. Le reportage de Karim Ilboudo et Aïcha Djanda. À cette journée mondiale de la santé mentale, le ministre Kargougou, accompagné des partenaires techniques et financiers, encourage le personnel soignant du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire régional de Ouagadougou. En Afrique, 10% de la population sont affectés aujourd'hui par des troubles mentaux. Cette prévalence est encore plus élevée dans les zones à fort défi sécuritaire. En 2021, nous avons conduit une étude qui a révélé que 33% de la population présente des troubles mentaux. C'est très élevé. Dans le même temps, nous nous sommes rendus compte que dans la population des personnes déplacées internes, cette prévalence s'est établie à 44%. Donc il s'agit véritablement d'un problème de santé publique qui est important, auquel il faut apporter toute la réponse qui s'y est.
Les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner davantage l'État dans le domaine de la santé mentale. La santé mentale est le parent pauvre de la santé. Or, il est au cœur du bien-être de toutes les populations et aussi de nous-mêmes en tant que travailleurs et experts. Donc nous devons vraiment en prendre soin. La délégation ministérielle a visité le nouveau site de personnes déplacées internes de Waiguya. Ce site de 20 hectares a accueilli plus de 1000 personnes déplacées et le ministre de la Santé a fait un don de 10 tonnes de riz et 5000 moustiquaires. Nous sommes là il y a déjà 3 mois. Nous remercions le gouvernement pour le don parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient au courant de notre présence ici. Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu du travail. C'est la thématique développée au cours d'une conférence publique animée par des professeurs de psychiatrie à cette cérémonie d'ouverture de la Journée mondiale de la santé mentale à Waiguya. Voilà, c'est bien dit, Waiguya. Fin ce 11 octobre à Moscou de la 8e journée économique du Burkina. Un séjour qui a permis aux opérateurs économiques burkinabés et russes de signer des accords de partenariat. Près de 200 rencontres d'affaires et 3 panels ont eu lieu pour faire la promotion de l'environnement des affaires au Burkina Faso. Draman Guéné. Fin de 4 jours d'opération de charme à Moscou. Panel, rencontres d'affaires. Les 8e journées économiques du Burkina à l'étranger ont tenu toutes leurs promesses dans la capitale russe. 2 conventions sont paraphées pour consacrer la naissance de nouveaux partenariats. Le président Mahamadou Savadogo et son homologue russe scellent l'accord entre les 2 chambres de commerce. Le centre de commerce extérieur russe contracte également avec la direction générale de la chambre de commerce et d'industrie burkinabé. En effet, nous avons eu le privilège de partager des communications sur l'environnement des affaires, les potentialités économiques, les opportunités d'investissement, l'intelligence artificielle et les grands projets du Burkina Faso, ainsi que sur la réglementation économique commerciale en Russie. Nous avons pu échanger sur des thématiques d'intérêt pour nos 2 pays, organisées en 3 panels, et les rencontres B2B entre opérateurs économiques burkinabés et ceux de la Russie, des rencontres G2B entre opérateurs économiques burkinabés et administration russe, et des rencontres G2G entre nos administrations respectives à l'effet de booster les investissements et les échanges commerciaux. Des rencontres qui ont permis d'enregistrer 165 rencontres formelles et plusieurs rencontres informelles avec un taux de satisfaction à plus de 80%. Individuellement, chaque participant apprécie la sortie de Moscou. Avant-hier, j'ai eu des partenaires côté agriculture, même hier côté agriculture, côté minier aussi, j'ai eu des partenaires qui peuvent nous accompagner comme il faut avec des différents produits. Nous avons mis en évidence ces journées économiques pour rencontrer des partenaires russes avec lesquels beaucoup de joint ventures ont été signés. Beaucoup de partenariats et de contrats sont en évidence et ce n'est que dans ce type de relations qu'on peut nouer de bons contacts pour le développement de notre économie en global. Ça nous a permis en tout cas de nouer des contacts et déjà moi je puisse déjà vous dire que nous n'avons pu avoir des contacts et on va passer à la phase de concrétisation. Les commerçants burkinabés retournent alors au Bercail avec un carnet d'adresses conséquent. Et bien sûr, on ne va pas se quitter sans parler de sport. Je le reçois sur ce plateau. Bonsoir, Siragatou Sissé. Bonsoir, Yanya Traoré. Siragatou, ça fait un moment quand même. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, nous allons parler des éliminatoires de la CAN 2025. Hier, les Aigles du Mali avaient assuré le strict minimum 1-0 face à la Guinée-Bissau, Siragatou. Oui, El Bilal Touré, à la 62e minute, donne du sourire à tout un peuple sur un service d'Adama Traoré et Malouda. Les Aigles gênés par les Bissau-Guinéens ont évité le piège au stade du 26 mars. On écoute les sélectionneurs du Mali, Tom Saint-Fit, et de la Guinée-Bissau, Luis Bois Morté, au micro de notre reporter Abdelkarim Kaba. On a joué bien, on est mieux je pense que Guinée-Bissau. On a en première mi-temps 2 grandes occasions pour marquer un but sur 100%.
avec El Bilal et aussi un volley du Djenepo. On n'a pas donné beaucoup d'occasions pour Guinée-Bissau, mais on n'a pas joué notre jeu comme je veux. Les supporters sont fantastiques et on a demandé de faire plus, mais c'est difficile quand l'adversaire est aussi fort. C'est une équipe forte, l'attaquant du numéro 9 du Guinée-Bissau, il joue pour Everton, c'est pas un mauvais joueur. Et c'est pas une excuse, mais le pelouse n'est pas comme en septembre. Il y a des petits problèmes et je dois féliciter les peuples qui ont travaillé les dernières semaines aux pelouses parce que dimanche, le pelouse c'est catastrophique. La première mi-temps, on a donné la première mi-temps à Mali. Mali il a bien joué la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on a entré avec un nouveau tête à la face. Comme on a joué la deuxième mi-temps, on a mis des problèmes à Mali, mais on n'a pas marqué de but. Bon, c'est comme ça. Maintenant, c'est le match mardi, on ne peut rien faire là, mais bon, on a mardi pour jouer encore. Les Aigles quittent Bamako demain dimanche pour Bissau. Après 3 journées dans le groupe I, le Mali est en tête avec 7 points. Devant le Mozambique, 5 points, la Guinée-Bissau, 3 points et l'Eswatini, 1 point. À rappeler que le Mozambique avait été tenu en échec plutôt 1-1 par l'Eswatini. Le prochain rendez-vous des Aigles, c'est ce mardi 15 octobre à Bissau face à la Guinée-Bissau. Bien sûr, Siragatou, on n'a pas vu dimanche. Le public attendait avec impatience la diffusion de ce match Mali-Guinée-Bissau par l'ORTM. Qu'en est-il exactement, Siragatou? Explique-nous. Alors, des soucis techniques de dernière minute ont contraint l'ORTM dans sa mission du service public de ne pas diviser le match Mali-Guinée-Bissau de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Je vous invite à suivre les explications du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Yombele, à ce sujet. Par rapport à cette compétition, notamment les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, nous avons les droits. Nous avons les droits puisque nous les avons acquis avec le partenaire qui s'appelle New World TV. On a eu ces droits, mais hier, à quelques heures de la rencontre, nous avons reçu un courrier de la part du partenaire, notamment un mail. Je vais lire ce mail que nous avons reçu. En raison d'un problème indépendant de notre volonté et malgré nos efforts jusqu'au dernier moment, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les paramètres des matchs d'aujourd'hui et des prochains jours jusqu'au 15 octobre. Nous nous en excusons sincèrement et faisons tout notre possible pour réduire ce délai. Nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Voilà donc le message que nous avons reçu hier, à quelques heures de la compétition. Et après réception de ce message, on a vraiment essayé de joindre les partenaires en vain. On n'a pas pu quand même avoir une explication directe avec le partenaire. Et c'est le lieu vraiment de présenter d'abord nos excuses aux téléspectateurs maliens parce qu'on était sûr qu'on pouvait donner ce match-là vu que les droits ont été gérés avec le partenaire. On est en train de continuer les négociations puisque le match prochain des Aigles est contenu justement dans ce délai qui ne nous permet pas d'avoir les références satellitaires. Donc, on est en train de continuer. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr, il n'est pas exclu qu'on ne puisse pas avoir les paramètres du match prochain des Aigles. On est en train de continuer les négociations et on espère qu'on aura une issue favorable justement d'ici ce délai-là. La diffusion des compétitions en général, mais des compétitions africaines en particulier, est une priorité du gouvernement. Quand je dis priorité du gouvernement, parce qu'à chaque fois que nous avons reçu des offres par rapport à certaines compétitions, on approche notre département, le département approche les autorités et on nous permet justement d'avoir les droits des différentes compétitions. À titre de rappel, la CAN Côte d'Ivoire 2023 inclut les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cette compétition est à environ 600 millions de francs CFA. Ensuite, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et là aussi, c'est à peu près dans le montant sensible. Sans oublier que pour permettre au public sportif malien de voir des compétitions aussi d'un certain niveau, notamment l'euro, le gouvernement aussi a payé les droits par rapport à l'euro qui se chiffrait environ à 300 millions. Donc, si nous regardons dans l'ensemble,
ça fait quand même un package d'environ 1,5 milliard que le gouvernement débloque pour permettre justement au public sportif malien de suivre ces différentes compétitions. Vous avez été suffisamment édifié. Le directeur général de l'ORTEM, Hassan Baba Diombele, était au micro de Bemba Sibi. Alors, nous poursuivons avec du basket Africa League, basketball Africa League, c'est bien cela. Tout à fait. Le stade malien de Bamako s'est qualifié pour le top 16, Siragatou. Oui, après une défaite et une victoire 81-76 sur Creole Star du Cap-Vert, le stade malien de Bamako s'est qualifié pour le top 16. Ce soir, Al-Ahly de Tripoli a dynamité Creole Star, tenez-vous bien, par le score de 100-77. C'est la deuxième fois que les Blancs disputeront le top 16. En 2022, le stade malien de Bamako avait terminé 3e. C'est tout, Siragatou? C'est ce qu'il fallait retenir. En tout cas, merci. On se donne rendez-vous donc demain. Avec plaisir. Siragatou, vous entendez quelque chose ou pas? Dans nos studios, il y a du bruit, non? Ah oui. De la bonne musique, non? En fond sonore, effectivement. Voilà, ça annonce 100% Jeune qui est en direct d'ailleurs tous les samedis. 100% Jeune, votre émission récréative sur ORTM1 les samedis, les soirs, ces soirs, une belle brochette d'artistes. Il s'agit de Ahmed Diabaté, Ami Diabaté, Mafila Fantan Kanté, la fille de Mafila Kanté et le team Diabatéba Musique et plein d'autres. Voilà, vous voyez déjà, ça donne ça. Donc, dans peu de temps, 100% Jeune est une présentation de notre vedette maison, Mannequin, accompagnée d'une forte équipe de réalisation. Beaucoup de plaisir, donc à tout à l'heure. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde, notamment à Brazzaville, à Libreville et à Lomé. Bonsoir à tous. Lagatou.